Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est l'heure, c'est les 19 heures de ce soir, le samedi 6 août 2022, l'heure de votre actualité qui sera essentiellement centrée sur l'actualité à travers le province pour parler de la sécurité, la santé, les infrastructures et autres secteurs de la vie. Nous serons en Ituri, dans le Haut-Katanga, le Kasaï et Kinshasa ne sera pas en reste. Mais avant d'y arriver, sachez que le président de la République a signé 4 ordonnances. En voici le contenu. Ordonnance numéro 22/127 du 4 août 2022 portant investiture du gouverneur et du vice-gouverneur de la province de la Mongala. Le président de la République, vu l'arrêt sous RC 030 du 21 mai 2022 rendu par la Cour d'appel de la Mongala, siégeant comme cour administrative d'appel ayant proclamé définitivement les personnes ci-dessous comme élus respectivement gouverneur et vice-gouverneur de la province de la Mongala, considérant les dossiers de l'élection du gouverneur et du vice-gouverneur de la province précitée transmis par la Commission électorale nationale indépendante pour l'investiture des intéressés, vu la nécessité et l'urgence, ordonne, article 1, est investi gouverneur de la province de la Mongala, M. Limbaya Bangisa César. Article 2, est investi vice-gouverneur de la province de la Mongala, M. Mongo Bosekonzo Blaise. Article 3, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa le 4 août 2022, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour copie certifiée conforme à l'original le 4 août 2022. Le cabinet du président de la République, Guilain Nyembo Mbouizia, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 27/128 du 4 août 2022 portant investiture du gouverneur et du vice-gouverneur de la province du Nord Ubangi, vu l'arrêt sous RC 017 du 26 juillet 2022 rendu par la Cour d'appel du Nord Ubangi, siégeant comme cour administrative d'appel ayant proclamé définitivement les personnes ci-dessous comme élus respectivement gouverneur et vice-gouverneur de la province du Nord Ubangi, considérant le dossier de l'élection du gouverneur et du vice-gouverneur de la province précitée transmis par la Commission électorale nationale indépendante pour investiture des intéressés, vu la nécessité et l'urgence, ordonne, article 1, est investi gouverneur de la province du Nord Ubangi, M. Mobutu Ndimba Malo. Article 2, est investi vice-gouverneur de la province du Nord Ubangi, M. Oshobale Oyozu Oscar. Article 3, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa le 4 août 2022, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour copie certifiée conforme à l'original le 4 août 2022, le cabinet du président de la République, Guilain Nyembo Mbouizia, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 22/129 du 4 août 2022 portant investiture du gouverneur et du vice-gouverneur de la province de la Chopo. Le président de la République, vu l'arrêt sous RC 1800 du 22 juillet 2022 de la Cour constitutionnelle rendue en matière de contrôle et constitutionnalité, au terme duquel elle enjoint à la CENI de considérer le dernier acte pertinent, vu l'arrêt sous REA 179/188/180/184/185 rendu en date du 27 mai 2022 par le Conseil d'État siégeant en appel ayant proclamé définitivement les personnes ci-dessous comme élus respectivement gouverneur et vice-gouverneur de la province de la Chopo, considérant les dossiers des élections
Considérant le dossier de l'élection du gouverneur et du vice-gouverneur de la province précitée transmis par la Commission électorale nationale indépendante pour l'investiture des intéressés, vu la nécessité et l'urgence, ordonne article 1, est investi gouverneur de la province de la Chopo, Madame Ninkomba Sabangu Madeleine. Article 2 est investi vice-gouverneur de la province de la Chopo, Monsieur Lendongolia Libambonga Paulin. Article 3, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature faite à Kinshasa le 4 août 2022. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour copie certifiée conforme à l'original le 4 août 2022. Le cabinet du président de la République, Guilain Niembo Mbouizia, directeur de cabinet. Le commandant de la 32e région militaire de l'Ituri et du Haut-Ouélé appelle les compagnons d'armes de cette garnison au respect de règles de discipline et de lutte contre le tracasserie militaire. Message lancé après une tournée d'inspection et après un entretien avec le gouverneur militaire de cette province, Johnny Luboya Kachama. Aussitôt entré en fonction, le commandant de la 32e région militaire a effectué une mission d'inspection et de commandement aux environs de la ville de Bunia, notamment à la barrière de Foner, Mbougou, Délé, Chari et autres. Dans son adresse, le général-major Peter Chirimwami a pu sensibiliser ses compagnons d'armes à s'abstenir des actes contraires à la loi. Nous sommes ici pour la population. Arrêtez donc de la tracasser. En cette période, nous sommes là pour la protection de la population. Elle doit sentir que l'autorité de l'État est en train de s'enraciner. Nous devons être exemplaires à travers nos actes. La protection de la population et ses biens, tel est le combat acharné du commandant des opérations militaires en Ituri, le lieutenant-général Luboya Kachama Johnny. Ainsi, le récalcitrant Sibiron, la rigueur de la loi, a martelé le commandant de la 32e région militaire. Celui qui ira dans le sens contraire de ce que je viens d'ordonner, il aura son sort. Vous le savez. Personne n'a appelé l'autre à l'armée. Nous sommes que des volontaires. Donc, nous devons tenir compte de nos principes. Dans les prochains jours, le général-major Peter Chirimwami envisage une tournée à l'intérieur de la province, question d'encourager le militaire engagé au front contre les groupes armés réfractaires au processus de paix. En Ituri, le gouverneur était avec le chef coutumier de cette province, Junior Selemani, nous dit de quoi ils ont parlé. Le taux du pouvoir coutumier constitue un frein pour le développement d'une entité. Pour relever ce défi, le gouvernement provincial de l'Ituri, en collaboration avec VNG International, avec l'appui financier du Royaume des Pays-Bas, dans le cadre du projet Ensemble pour la sécurité et la paix à l'Est, espère en sigle, vient de clôturer ce vendredi à Mahagi Centre un atelier de restitution sur la présentation et de l'expérimentation du projet de codification des règles coutumières de succession au pouvoir et d'arbre généalogique de la chefferie de Warpalar. L'administrateur du territoire de Mahagi, le colonel Jacques Dussanoa, pense que cet atelier va contribuer pour la lutte contre le conflit coutumier dans ce territoire. Vous venez de tracer le chemin de la dynastie de la chefferie de Warpalar. Un signe de vos engagements à stabiliser votre chefferie pour un avenir meilleur. Et en ce sens, j'appelle à toutes les autres chefferies du territoire de Mahagi de s'en inspirer comme modèle pour la prévention des conflits coutumiers. Le chef de la chefferie de Warpalar, Rotinka Ugwaro Nipir 3, a eu des mots justes pour remercier l'organisateur de ces assises. Je vous remercie et vous remercie sincèrement pour les 3 jours en durée avec beaucoup de courage sans interruption. Au coordonnateur de VNG International en province de l'Ituri, Jean-Paul Soroba, de réaffirmer la détermination de son organisation de continuer à appuyer le gouvernement provincial de l'Ituri dans la gouvernance sécuritaire. VNG International est complet à travers le programme
ensemble pour la sécurité et la paix à l'est de la République démocratique du Congo, reste disposé et s'engage à accompagner le gouvernement provincial de l'Ituri dans ce processus de codification des règles de succession au pouvoir et dans le généalogie des familles régnantes des entités pilotes dans un premier temps. Pour consolider le pouvoir coutumier de la chefferie de Ouarpalar, le notable et membres de la famille régnante de la dite chefferie ont signé un acte d'engagement. À la fin de ces travaux, ce même atelier concerne également la chefferie des Andissoma en territoire du Roumo. Un projet de loi sur la prévention et répression des violences basées sur le genre sera débattu certainement à la prochaine session parlementaire de l'Assemblée nationale. Son auteur, l'ONG Alliance stratégique du Sud Kivu, mène des plaidoyers auprès du gouvernement pour porter haut ce projet de loi, nous dit Eric Kabamba et Dieu merci Ntweka. Projet de loi portant prévention et répression des violences basées sur le genre en RDC et au bout des tunnels. Dès son anonymat, ce projet de loi qui contient plusieurs innovations est l'œuvre de l'Alliance stratégique des plaidoyers Sud Kivu. Il a été débattu et validé au cours d'un atelier de 3 jours qui a réuni les membres de plusieurs institutions du pays et le ministère de la Justice a promis de le porter pour le défendre au Conseil de ministres et aussi les soumettre au Parlement, a fait entendre Venancy Bissimois, représentante de l'Alliance stratégique des plaidoyers. Pour permettre à la RDC de se conformer à ses engagements internationaux, la présente loi se propose de prévenir et de réprimer les stéréotypes ainsi que les violences structurelles ancrées dans notre société. C'est ainsi que les organisations de la société civile, notamment l'Alliance stratégique de plaidoyer et Sofepadi, ont proposé ces différents textes de loi qui ont été soumis à une harmonisation pour en sortir un texte unique qui vient d'être soumis à la validation par des acteurs intéressés. Plus que quelques petites étapes à franchir avant sa promulgation par le président de la République à lâcher Venancy Bissimois. Après l'atelier du 2 au 4, on s'est convenu qu'il y aura un transfert de responsabilités du bureau de la conseillère spéciale du président de la République vers le ministère de la Justice pour la suite du processus. Cette société civile a aussi promis de communiquer régulièrement sur l'état d'avancement de ces projets de loi. Au Kasaï, différentes couches sociales de cette province ont été sensibilisées à la pratique des genres égaux sur les droits des femmes en matière de santé sexuelle et reproduction. Jean-Pierre Kanyonga de la RTNC Kananga nous fait le point. Officiel ce vendredi 6 août 2022 des activités de l'ONG Interaction du projet d'amélioration de la résilience du système de santé pour assurer la santé sexuelle des droits reproductifs des femmes et filles en République démocratique du Congo, cérémonie présidée par le ministre provincial en charge de la santé, Madame Rose Kachama. Dans ce mot, le chef d'antenne de cette structure en province a salué et a donné le sens de la dite activité. Pour votre information, en dehors d'autres partenaires, Interaction a déjà travaillé avec plus de 5 agences du système des Nations Unies, entre autres PAM, UNICEF, NFPA, FAO et PNUD, mais aussi UNIFAM qui s'ajoute aujourd'hui pour notre parcours en complétant notre CV. Prenant la parole, le coordonnateur régional, M. Justin Galamouloumé, a donné les objectifs poursuivis par l'ONG Interaction au Kasaï central et en République démocratique du Congo. Nous avons des objectifs spécifiques dans ce projet que nous mettons en œuvre au Kasaï central. Le premier, c'est engager les femmes, les hommes et les garçons, y compris les chefs communautaires, religieux, et les agents de santé locaux à promouvoir des normes et des pratiques du genre égales sur le droit des femmes en matière de santé sexuelle et reproductive. Le deuxième objectif, c'est de mobiliser les institutions nationales ciblées, les acteurs communautaires, y compris les chefs traditionnels, ainsi que les hommes et les garçons, pour lutter contre les violences basées sur le genre, mais aussi les pratiques néfastes, entre autres le mariage des enfants, les VIH-Sida chez les femmes et les filles. Signalons que c'est la salle des réunions de PNID qui a servi de cadre à ces assises.
Pendant ce temps, à Kinshasa, avec l'objectif d'assainir et garder la commune d'Engaba propre, Gabi Mabeng, secrétaire interfédéral de l'UNC de Vital Kamerhe à Moamba, a procédé au lancement de travaux de construction et réhabilitation de passerelles et collecteurs. C'était avec l'appui des autorités municipales de cette commune. Un reportage de Nadine Toto rendu par Diane Balakambombo. Lors de sa dernière descente à la fédération de l'UNC Ngaba, dans le cadre de sa tournée de redynamisation et restructuration du Parti Rouge-Blanc, cher à l'honorable Vital Kamerhe, le secrétaire interfédéral adjoint de l'UNC Moamba a promis à sa base naturelle de revenir pour la poursuite des travaux de construction et réhabilitation de certains chantiers d'Engaba. Chose promise, chose due. Le voilà de nouveau sur terrain dans sa commune de prédilection, cette fois-ci pour la concrétisation de sa promesse. J'avais annoncé le lancement des travaux de construction de 50 passerelles. En fait, tout part de ma vision politique concernant les infrastructures routières. Ma vision est que vous quittez l'avenue Kianza, vous apprêtez l'avenue, la direction Frigo ou la direction Lumumba, vous arrivez jusqu'à l'avenue Baïpati ou au rond-point Ngaba. C'est ça le désenclavement de la commune d'Engaba. Avec la volonté, avec la détermination et surtout l'aide de Dieu, nous y arriverons. C'est comme ça, nous avons dit sur 50 passerelles, nous commençons par 10 passerelles. Comme on a toujours dit, pour faire 1000 pas, il faut commencer par un pas. C'est comme ça que nous sommes venus aujourd'hui lancer les travaux de ces passerelles. Les actes honorables que je pose ici à Ngaba, c'est en soutien des actions du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et c'est là au nom du président Vital Kamerhe, le président national de mon parti, le pacificateur Vital Kamerhe. Le lancement des travaux de construction et réhabilitation de passerelles et collecteurs dans la commune de Ngaba par Gabi Mabengi avec la bénédiction des autorités municipales répondent favorablement à l'appel du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi dans son volet modernisation des infrastructures de base. Direction Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga, le stade Omnisport Kibasa Maliba dans la commune de la Kenya va subir une cure de jouvence pour les faire répondre aux exigences internationales de football. Le gouverneur Jacques Kiabula Katwe a donné le coup d'envoi de ce travaux. À Samaliba, les travaux de rénovation qui s'effectuent sont à ce jour à 80% d'exécution. L'heure est au raclage du terrain, une opération qui consiste à éliminer les affaissements causés par les eaux stagnantes. Le gouverneur Jacques Kiabula-Katwe avec à ses côtés son vice-gouverneur Jean-Claude Kafwa Kimimba et la commissaire provinciale au sport pour l'Unigwabi s'est fait une idée des travaux en cours. Jacques Kiabula-Katwe a par ailleurs fait le tour du terrain pour inspecter son assainissement exécuté par la direction provinciale des infrastructures et aménagement du territoire. Des sanitaires sont construites, des bornes fontaines installées pour ainsi moderniser ce stade selon les normes de la FIFA. L'autorité provinciale se rendra par la suite tour à tour sur les avenues Chondo, au quartier Jekamine, Monseigneur Tafunga à Chamalale et sur la route Kassapa et l'avenue Biaï prolongée. Partout où il est passé, le chef de l'exécutif provincial a salué la rapidité et la qualité du travail accompli. S'agissant du stade de la Kenya, nous sommes satisfaits de l'évolution des travaux. Les travaux évoluent à grande vitesse et vous-même vous avez vu je crois d'ici 2-3 semaines, déposer le gazon synthétique. Et en ce qui concerne la route Chondo, ici sur une semaine, nous allons commencer déjà à travailler sur l'asphalte. Le gouvernement provincial ne s'occupe pas seulement du centre-ville de Lubumbashi, mais s'occupe aussi des périphéries. L'objectif, c'est de relier les quartiers, les communes au centre-ville. À l'occasion, Jacques Kiabula-Katwe a appelé la population haut-katangaise au civisme fiscal afin de permettre à son gouvernement de matérialiser la vision du chef de l'État dans la modernisation des infrastructures de la province. Une mission d'homme d'affaires conduite par les lobbyistes et stratèges Patrick Onoya aux États-Unis d'Amérique pour sensibiliser les producteurs américains et la diaspora congolaise sur le programme AGOA. D'autres explications dans ce commentaire de Alain Bikaï. S'inscrit dans le cadre du programme américain AGOA qui exempte des droits de douane certains produits venus des pays d'Afrique. C'est dans cette optique que les lobbyistes et stratèges Patrick Onoya et une délégation d'hommes d'affaires congolais séjournent à Dallas aux États-Unis d'Amérique.
Question de faciliter et sensibiliser la diaspora congolaise et les producteurs américains sur les opportunités qu'offrent les projets AGOA. Ici à Dallas, nous avons une communauté de plus de 50 000 Congolais, dont une centaine de commerçants qui commandent mensuellement beaucoup de produits de la République démocratique du Congo. Mais ils ne bénéficient pas de la loi AGOA. Voilà toutes ces questions que nous sommes venus voir ici dans le cadre d'une mission préparatoire afin de préparer le terrain pour des partenaires tels que l'Agence nationale de la promotion des exportations, ANAPEX, pour lequel nous projetons un séminaire de formation ici à Dallas, et pour les hommes d'affaires congolais afin d'en faire bénéficier à la population congolaise. La RDC est le plus grand producteur de café. Pourquoi pas développer la filière de café profitant de la loi AGOA, parce qu'à travers la loi AGOA, les producteurs congolais pourront bénéficier des financements qui sont disponibles et développer la production locale. Pour lui, ces programmes, AGOA vient soutenir la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi de faire des Congolais des millionnaires. À Matadi, la population est boostée à la culture écologique pour la protection de l'environnement. Le travaux des Salongo dans les grandes artères de cette île portuaire, c'est la nouvelle politique de communication du maire de Matadi, maître Pati Nzuziwa Makengedi, à ses administrés pour garder la ville propre, nous fait dire Pierre-Omboyo Saïdi. Les autorités politico-administratives urbaines de la ville portuaire de Matadi au Congo central s'en vont en guerre contre l'insalubrité causée par certains inciviques qui énerve la loi en matière de la sauvegarde écologique et environnementale. Dans certains grands pôles économico-financiers d'une part, ces mêmes autorités font de l'aération des principales voies d'accès dans quelques quartiers en détruisant les constructions anarchiques, érigées sur la place publique, l'air cheval de bataille d'autre part. Dans la conjugaison de ces deux volets de sa feuille de route managériale, liée à la gestion efficace axée sur les résultats concrets, le maire de la ville de Matadi, maître Pati Nzuziwa Makengedi, accompagnés de certains agents du commissariat urbain de la PNC Matadi, ont effectué une itinérance punitive dans certains quartiers de Matadi, où la CRAS y a élu domicile, en complicité avec les occupants et utilisateurs des lieux de négociations commerciales et de business économiques, dont le célèbre marché de Bilokos à Kinkanda. Dans ces poules d'échange et de transactions, l'autorité urbaine a conscientisé ses administrés quant aux travaux de salubrité. Chaque samedi, nous avons instauré un salon dans la ville. On commence à sentir un peu un délaissement et le constat, il est un peu amer. Lorsque vous saviez que vous occupez l'emprise, vous occupez l'espace, essayez au moins de le rendre propre. Cette itinérance punitive du maire de la ville de Matadi s'est clôturée par diverses sanctions infligées à certains compatriotes et c'est dans le strict respect des prescrits de la loi en la matière. Et un moratoire de quelques jours a été donné aux récalcitrants. Un nouveau docteur en sciences économiques, il s'agit du chef de travaux Mbonga Mandambu de la même faculté de l'université de Kinshasa. Il a soutenu et défendu sa thèse sur les stratégies publiques de recouvrement de recettes courantes en RDC de 2003 à 2018. Rodé Panda était sur place pour le reportage. Cette étude doctorale porte sur la stratégie publique des recouvrements des recettes courantes en RDC de 2003 à 2018, au regard de la question liée aux difficultés qu'éprouve la RDC pour fixer le budget annuel qui puisse répondre aux besoins réels de la population. Avec son potentiel riche, la RDC dispose des atouts pour atteindre les objectifs très élogieux. Les récipiendaires a révélé dans cette dissertation que le résultat trouvé sur le terrain en matière de recouvrement des recettes pour les comptes du Trésor public ne donne pas satisfaction aux attentes de l'État malgré la présence des régies financières. Au regard des obstacles liés au manque de stratégie dans la mobilisation de recettes, le chef de travaux Clément Mbonga propose la création de la direction de la chaîne des recettes et imprimer des valeurs dont l'encadrement doit partir de la création, la perception jusqu'à l'utilisation. Il y a eu une médiation cascade de la gestion de l'État. C'est les autorités politiques
considère que cet aspect est un aspect important, il va en tenir compte, qu'on connaît pas de détournement de ces réformes qu'on va amener, que l'État peut amener, peuvent donner un jour des réalités personnelles pour qu'on avance. Après débat et délibération à huis clos, les jurys composés des éminents professeurs d'université a jugé recevable la thèse de chef de travaux Clément Mbonga avec la mention distinction. C'est avant de lui conférer le grade de docteur en gestion et la remise des insignes de l'université de Kinshasa pour une jouissance scientifique. L'administration du ministère de la Jeunesse a suivi une formation de remise à niveau dans le secteur qui les concerne et nos reporters nous en parlent dans ce reportage. Après une journée de travail intense, les participants ont présenté les conclusions de cette rencontre dont l'objectif poursuivi était de valider les textes de référence dans le cadre de l'élaboration du plan d'action national, de mise en œuvre de la résolution 2250 pour la période 2022-2026. À cela s'ajoute la mise en œuvre des stratégies efficaces contenues dans ces plans d'action national. C'est là, dans le souci d'obtenir un référentiel cohérent et de qualité devant permettre d'explorer les piliers de la résolution 2250 du Conseil de sécurité des Nations Unies, pouvant être appliqués en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, on a eu un atelier de validation du draft 1 du plan d'action national 2250, la résolution 2250 jeunesse, paix et sécurité. On avait déjà fait une adoption du draft 1 le 29 juin et aujourd'hui, on a voulu incorporer dans ce draft la collecte de données qu'on a faite dans 26 provinces avec l'aide du ministère de la Jeunesse. Aujourd'hui, on voulait présenter encore aux mêmes acteurs ce draft-là pour qu'il puisse être validé et qu'il devienne le draft 1. Comme ça, quand on a un draft 1, on peut maintenant le présenter au gouvernement pour adoption et lancement officiel du plan d'action national jeunesse, paix et sécurité en RDC. Les travaux de cet atelier ont connu la participation des jeunes leaders, des différentes organisations de la société civile et des différents acteurs de la vie nationale, notamment des représentants du ministre de la Jeunesse, Initiation de la nouvelle citoyenneté et cohésion nationale. 56 finalistes de différentes filières de l'école internationale turque Marif viennent d'obtenir leur diplôme au cours de la cérémonie de graduation organisée ce matin en présence de la vice-ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique Amina Tanamassia. Ces derniers vont porter haut l'étendard de l'école Marifa à travers le monde. Eric Kabomba Kongolo et Dieu merci Tseka étaient sur place pour le reportage. J'ai des chapeaux en l'air pour dire au revoir aux études humanitaires et s'ouvrir ainsi aux études universitaires. Issues de la section littéraire, mathématiques, physique, commercial informatique et biologie-chimie, ces lauréats de l'école internationale Marif, 56 au total pour cette troisième édition, ont reçu tour à tour leur diplôme de main des autorités de cette école au cours de cette cérémonie de graduation. Le directeur pays intérimaire de la Fondation Marif a félicité ses heureux lauréats pour les efforts fournis et aujourd'hui couronné d'une réussite en dépit d'une année particulièrement difficile. À cet effet, la Fondation Marif a pour objectif de contribuer à cette trésorière et d'approfondir la dimension éducative des relations africo-turques. Aujourd'hui, la Fondation Marif est classée parmi les 5 premières institutions éducatives du monde, avec plus de 50 000 élèves dans 67 pays. Le président de ces élèves a félicité leurs encadreurs, particulièrement le directeur de leur école Ibrahim, pour la bonne formation reçue et ont promis de porter toujours haut l'étendard de l'école internationale Marif. Oui, Marif c'est une très bonne école, avec une très bonne éducation. Comme je l'ai dit dans mon discours, si vous l'avez suivi, je recommande l'école. Ces moments festifs a été coloré par les interprétations des chansons turques et congolaises, des poèmes et des danses. Question d'égayer l'assistance. Et dans le cadre de ces vacances parlementaires, le député national Martin Ikokt était dans sa circonscription électorale de Moueka pour inaugurer le stade municipal, sensibiliser différentes couches sociales et la population de plusieurs villages sur la guerre d'agression et la visite de centres hospitaliers et ports ont
part belle de son agenda. Objectif, encourager la population de Mouéka à soutenir le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi pour mettre fin à cette guerre d'agression dans la partie est de la République. Rodépanda pour le reportage. Après l'inauguration du stade municipal à Mouéka par le gouverneur du Kasaï, Dieudonné Toute-Côte Piémé, le député national Martin Ikokt, accompagné de sa tendre épouse Rosalie Anal Ikokt, ont continué à communier avec les électeurs. Les obstacles de l'état d'effectuer des routes n'ont eu aucun effet négatif pour les décourager. Cap sur l'axe Lodi, où l'élu de Mouéka a relancé son périple, parcourant ainsi des dizaines de kilomètres pour sensibiliser les populations riveraines sur la conscientisation et les comportements adoptés face à la guerre d'agression. La première séance a été accordée aux associations, aux veuves et épouses des militaires et policiers, le Mama Bolingo et aux jeunes de Mouéka. À l'étape de Lodi, c'est lui que la population a surnommé Papa Social et Papa Solution, avec son slogan « Dirigeons Mouéka autrement » a visité un centre de santé et une maternité construits sur fonds propres. Après Lodi, l'infatigable Martin Ikokt a entamé l'axe Tchoko, une contrée plus peuplée de Mouéka en passant par son village natal avec comme point de chute son port privé de Bena Makima, ce qui lui a permis d'emprunter la voie maritime par pirogue pour atteindre un autre port privé de Lubanga où un accueil à la taille de la satisfaction éprouvée par la population a été offert à leur leader, unité de mesure de Mouéka. Le seul message fort adressé à ce peuple de Mouéka, c'est soutenir le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans ses actions pour la place de choix qu'il ne cesse d'accorder à son peuple et lui garantir la victoire en 2023, sans oublier le soutien à apporter aux vaillants soldats des FARDC au front pour libérer la mère patrie. Dans la suite, Martin Ikokt a visité les dépôts et entrepôts, endroit idéal pour conserver les marchandises des commerçants, ce qui s'inscrit dans la vision du chef de l'État fondée sur la transformation et l'amélioration de la vie sociale des Congolais au quotidien. Tolongi, c'est le nouvel album de Gap Mongapa, un jeune talent qui fait de l'afrobeat pour sensibiliser le jeune Congolais à l'autoprise en charge. Avec l'appui de la Bana Saint-Jean Fondation, Tolongi Remix est une façon de s'exprimer de plusieurs façons. Dans sa mission de soutenir la promotion de jeunes dans l'éducation, le civisme et l'autoprise en charge pour le développement, la Bana Saint-Jean Fondation, une structure qui réunit les jeunes de l'Église catholique, vient de produire un jeune talent qui sensibilise la jeunesse et la population tout entière. Il s'agit de Gad Mongapa qui fait de la musique afrobeat dans son album Tolongi Remix. Devant la presse nationale, il a expliqué à l'opinion le contenu de son opus qui est déjà sur le marché avant la publication des résultats de l'examen d'État. Tolongi égale moisson. Tolongi, c'est juste une expression de récolte. C'est une chanson interpellatrice. Les jeunes doivent travailler. Nous soutenons l'enseignement, l'éducation pour tous. Ça aussi, c'est un cheval de bataille pour nos autorités, en commençant par le président de la République. Tolongi ici représente une fête, manière de jubiler, manière de danser, de s'exprimer, manière même de réconforter nos parents. La Bana Saint-Jean Fondation, qui fait aussi la promotion de la culture de la paix, de l'amour et promouvoit les jeunes talents porteurs d'espoir, confirme que le nouvel album Tolongi est dédié à la jeunesse qui doit aussi militer contre la discrimination des enfants albinos. Et puis, un moratoire de 15 jours a été donné au Kuluna du quartier Congo de la commune de Ngaliema par la police nationale congolaise pour se réinsérer dans la société. Sinon, ils subiront la rigueur de la loi. Un reportage de Nancy Pouba.
des moyens à la police nationale congolaise. Le 1er août 2022, en bonne maman, la députée honoraire de la circonscription de Lukunga, cadre de l'Union sacrée, Wivine Moleka a saisi l'opportunité de la journée des parents pour effectuer une descente dans le quartier Congo de la commune de Ngaliema, car, dit-elle, nous sommes tous parents et les Kuluna sont aussi des enfants. Elle a sensibilisé ces jeunes qui sèment terreur et désolation afin qu'ils puissent abandonner cette pratique. La violence et la criminalité mettent le développement à l'arrêt. Nos fils, ne soyez donc pas un obstacle à l'avancement du pays. Acceptez d'entrer dans ce processus de changement. Cela ne se fera que si vous abandonnez la machette, les violences et les batailles entre les gangs. Wivine Moleka a été accompagné de Jean-Marie Lukulassi, député élu de la Funa, qui s'est spécialisé dans l'encadrement des jeunes Kuluna. Jean-Marie Lukulassi a annoncé le moratoire de la police nationale congolaise à ces jeunes de pouvoir s'enregistrer au G24 qui va leur accorder du boulot afin qu'ils abandonnent le banditisme. Dépassé ce délai du 15 août, un ratissage sera fait dans le quartier. Après la réconciliation entre les gangs du quartier, un repas a été offert par l'honorable Wivine Moleka, histoire de lier l'utile à l'agréable. C'est la fin de ce journal. Vous nous avez suivis à Debonhomme dans la commune de Matete, à Bouta dans la province du Haut-Ouélé, à Paris, en France, en Belgique, même aux États-Unis. Merci de votre attention soutenue. Si vous avez suivi ce journal à partir de chez vous, c'est parce que Nerolemo, Rodepanda, Henri Alimasi, Luison Moulongoy ont assuré la partie technique. Retrouvez à 20h Sandra Nyangui pour la suite de l'actualité sur nos antennes et bon week-end chez vous. Au revoir.